BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandour. Le club BFM Crypto, on est ravis de vous retrouver, comme tous les jours, à 15h, pendant toute une demi-heure. On va parler de crypto. On a beaucoup parlé Bitcoin aujourd'hui. Il y a Jonathan Ascovici, fondateur de Stock Insat, sur le plateau. Bonjour Jonathan, ravi de vous retrouver. Dans l'émission, il y a Louis-Alexandre de Froissart, qui est avec nous aussi, gérant associé chez Montagne Conseil et Patrimoine, qui va aussi vous parler de l'investissement en Bitcoin. Et heureusement que vous êtes là, Hubert de Hauteplan, parce que sinon, on n'en serait pas sorti pendant toute une demi-heure. Avocat associé chez Morgan Lewis, ravi de vous accueillir. Moi aussi, dans cette émission, et on parlera de stablecoin, on parlera d'euro numérique, on va un petit peu élargir les débats avec vous, vous êtes d'accord ? Avec plaisir. Vous nous écrivez évidemment à cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. Vous nous posez toutes les questions que vous voulez sur cette adresse et vous le savez, on y répond tous les jeudis entre 15h et 15h30. Le club BFM Crypto, c'est parti. Allez, Louis-Alexandre de Froissart, je commence par vous, parce qu'on va parler un petit peu de stratégie d'investissement. Et aujourd'hui, vous concentrez vos conseils sur le Bitcoin. Un patrimoine sans Bitcoin, dites-vous, est un patrimoine déséquilibré. Exactement, oui. En fait, ce qui est important de noter, c'est que comment passer à côté de l'actif patrimonial qui a fait la meilleure performance sur les 10 dernières années? C'est pas possible de passer à côté. Donc ça veut dire qu'il faut intégrer un peu de Bitcoin à son portefeuille. Et qu'est-ce que cela permet? Eh bien, c'est simplement ce que montre une étude Coinbase et Glassnode en 2024, dont je vous ai fourni un petit graphique, qui prend l'exemple d'un portefeuille dit balanced aux États-Unis et équilibré chez nous. Un portefeuille avec 60% d'obligations et 40% d'actions. Eh bien, si ce portefeuille fait en moyenne une performance de 6% sur la période 2019-2023, eh bien, si on rajoute 1% de Bitcoin, il fait 7% par an. Si on rajoute 2%, il passe à 8% par an. Si on rajoute 5% de Bitcoin, à ce moment-là, ce portefeuille fait 11% par an. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors les gens me disent oui, mais c'est pas exactement Bitcoin qu'on met dans le portefeuille, c'est un indice. Oui, c'est un indice, mais qui est composé à plus de 60% de Bitcoin, et de toute façon, il y a une énorme corrélation entre Bitcoin et les autres cryptos. Autant aller sur l'original plutôt que sur la copie. Que répondez-vous aux gens qui disent que c'est volatile ? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on met du Bitcoin dans un portefeuille équilibré comme celui-ci, eh bien, on se rend compte que ce qu'on appelle le max drawdown, c'est-à-dire la perte la plus importante si on est rentré au plus mauvais moment, c'est-à-dire au plus haut, et le moment où on sortirait au plus bas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la perte maximum. Elle passe de moins 23 sur mon portefeuille à moins 26. Donc retenez une chose, je vais passer de 6% annuel à 11% annuel, alors que je ne vais augmenter que de 3 points uniquement ma perte maximale. Autant vous dire que c'est un actif qui augmente la performance de manière sensible, et sans prendre un risque, et ce qui est tout à fait compréhensible. Si je n'en mets que 5% dans mon portefeuille, je ne vais que je vais augmenter mon risque uniquement à la marge. Mais en plus, ce que l'on voit, et vous faites bien de m'interroger là-dessus, c'est qu'en fait, Bitcoin voit sa volatilité baisser. Ça, c'est sorti d'une étude Gemini Glassnode qui a, je crois, 10 jours, cette étude. Et elle nous montre qu'on a, depuis 2018, une division par 3 de la volatilité, avec même, vous savez, ces fameuses 7 valeurs magnifiques américaines qui se montrent à certains moments beaucoup plus volatiles que Bitcoin. Donc, performance, moindre volatilité. Vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas mettre Bitcoin dans son patrimoine. Oui, Bitcoin vraiment va rééquilibrer votre patrimoine, mais il n'y a pas que ses avantages. En quoi c'est un actif unique finalement ? En quoi il se différencie des autres ? Alors, vous savez que, on en parlait juste avant en antenne, il y avait des sujets d'euro numérique. Et l'euro numérique ne nous veut pas forcément que du bien. On l'a vu au Nigeria, on l'a vu en Chine. C'est une manière à peine détournée, quand on écoute Augustin Carstens, le patron de la Banque des règlements internationaux, de contrôler notre épargne. Et il faut savoir que Bitcoin est unique, surtout si on décide de le détenir soi-même. Et quand on le détient soi-même, c'est un actif qui est à notre main. Je peux envoyer aussi bien à Hubert qu'à Jonathan ici, moi à distance, dans l'instant des fractions de mon patrimoine, même si les comptes d'Hubert ou de Jonathan, ce que je ne leur souhaite pas, étaient fermés. J'ai une véritable souveraineté sur cet actif, mais ce n'est pas fini. Il y a encore de bonnes nouvelles à venir encore sur Bitcoin. Et on va parler de la custody justement dans un instant avec Jonathan.
Jonathan, parce que c'est en train de changer la façon dont on détient et dont on envisage Bitcoin. Ce sera dans quelques minutes. Est-ce qu'il va prendre de la valeur encore aujourd'hui, finalement, Louis? Alors, en fait, on peut se poser la question, et souvent les gens qui nous ont interrogés à l'époque où ils passaient les 100 000 $ nous disaient non, non, moi je veux un actif qui a moins monté, qui va monter un peu, qui est beaucoup moins cher parce que Bitcoin a atteint son potentiel. Mais en fait, je pense que c'est totalement faux. Pourquoi? Pour plein de raisons. D'abord, les États, eux, veulent imposer d'autres choses. Les États-Unis veulent imposer les stablecoins en dollars parce que ça leur permet de remettre un peu leur dette dans le jeu. Mais tout le monde ne peut pas payer en dollars. Et on vient de voir avec le conflit Israël-Iran que un certain nombre de pays non alignés chercheraient une unité de valeur, une unité du commerce international qui serait une alternative. Et on sait bien que les Russes, hein, en décembre l'année dernière, j'avais cité Poutine en russe qui disait que qui peut interdire Bitcoin? Personne. Donc on a aujourd'hui un glissement progressif de l'adoption par les institutionnels à l'adoption par les États pour en faire une unité, comment dire, une devise d'échange internationale. Et pour vous dire si c'est stratégique et géostratégique, hein, on a eu un très bon livre de Alexandre Stratsenko et Jean-Charles Galli là-dessus sur la géostratégie de Bitcoin. C'est stratégique, pourquoi? Parce que l'Iran avait un exchange centralisé et des hackers israéliens sont allés voler les bitcoins et les cryptos, ils sont allés les perdre à jamais sur la blockchain pour qu'ils ne puissent pas être utilisés. Donc c'est vraiment un outil géostratégique important, les États commencent à s'y mettre. Et c'est vraiment pour ces raisons-là, si ça devient une unité du commerce international, unité d'échange du commerce international, on va atteindre 500 000 $, peut-être 1 million, d'autant plus que, comme on va clôturer par ce point-là, c'est un actif extrêmement rare. Oui, exactement, limité à 21 millions. On l'a dit, c'est ce qui fait sa valeur. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette question et sur cette analyse, Hubert de Vauplan. On va parler évidemment d'autres crypto-monnaies dans un instant, mais ce qui vient d'être dit aujourd'hui, est-ce que c'est intéressant, effectivement, en tant qu'investisseur, de parier là-dessus, en fait? La diversification d'un portefeuille, c'est le b.a.-ba de tout boursicoteur ou de tout investisseur, qu'il soit institutionnel ou Madame Michu ou vous et moi. Donc, à l'époque, on mettait un peu de diamants, on mettait peut-être des containers, on mettait même des vaches dans ses portefeuilles, si je puis dire. Là, mettre un peu de Bitcoin, je crois que Louis l'a très bien dit, c'est une mesure de risque assez limitée pour un optimum de gain assez intéressant. Voilà la première remarque. La deuxième remarque sur son évolution, la manière dont je suis frappé, c'est comment on évalue, on valorise le Bitcoin. Alors, vous avez généralement les banquiers centraux qui vous disent c'est assis sur rien du tout, donc c'est du vent, et donc ce n'est que spéculatif, et donc comme tout mouvement spéculatif, ça peut, comme les tulipes, s'effondrer aussi vite que c'est monté. En fait, il n'y a pas d'analyse précise, mais pour moi, je rapproche ça un peu à la valeur d'usage. Qu'est-ce que c'est qu'une crypto en général? C'est un protocole informatique avant tout. Qu'est-ce que c'est que la valeur d'un protocole informatique? C'est l'usage qu'on a du protocole informatique. S'il n'y a pas d'usage du protocole, ça ne vaut rien. S'il y a un usage, ça vaut beaucoup. Si cet usage du protocole informatique est celui qu'on n'imaginait pas de HTTP en 1990 et début, ça ne vaut rien. Si on vous avait dit en 1990, est-ce que vous voulez acheter un petit peu d'une action qui n'existait pas d'HTTP, vous avez dit, mais non, on a Minitel, on a tout ce qu'on veut, on n'a pas besoin. Donc, quelle sera la valeur du Bitcoin dans les années qui viennent? Ce sera celui de l'usage qui en sera fait. Et comme les marchés, c'est l'anticipation, par définition future, de la valeur, donc c'est l'anticipation de la valeur future de l'usage du Bitcoin. Si on anticipe que le Bitcoin sera utilisé pour tout un tas d'usages, que vous connaissez, qu'on a déjà répété ici plusieurs fois, eh bien sa valeur ne peut que continuer de monter puisque ce sera de plus en plus démocratisé et utilisé. Autrement dit, on se retrouve dans une approche financière assez classique qui est de dire la valeur du Bitcoin, ça se mesure par son usage. Et ça, c'est quelque chose où j'ai pas beaucoup trouvé d'études fondamentales sur le sujet, mais malheureusement. C'est pas Jonathan qui vous dira le contraire, hein, Jonathan, en effet, à l'usage. Je ne peux que adhérer sur ce qui vient d'être dit, entre ce qu'a dit Louis-Alexandre dans le cadre d'une gestion de patrimoine. Effectivement, pour moi, c'est même plus risqué de ne pas détenir du Bitcoin aujourd'hui. Et puis, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on dit avec Stack Inside depuis maintenant plus de 5 ans, parce qu'on s'est lancé en 2020.
À l'époque, évidemment, tout le monde se moquait de nous. BlackRock, à l'époque, disait que c'était l'indice du blanchiment d'argent. Aujourd'hui, Larry Fink, PDG de BlackRock, dit qu'il faut en détenir au moins 5%. On parle encore une fois du premier gestionnaire d'actifs au monde. Ouais. Tous les autres gestionnaires d'actifs s'y mettent. Ça devient vraiment incontournable, un standard. Donc oui, forcément. Et après, pour reprendre ce que tu disais, Hubert, effectivement, il faut parler d'usage. Et moi, je dirais même plus, il faut parler de potentiel. Et à mon sens, Bitcoin, en fonction de tout un tas de critères qui peuvent arriver dans l'économie, et aujourd'hui on est en plein dedans, Bitcoin a le potentiel de devenir un étalon monétaire mondial. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on dit chez Stack Inside depuis encore une fois le début. Ce potentiel d'étalon monétaire mondial fait que Bitcoin a encore un potentiel d'appréciation d'au moins x10 pour arriver à ce fameux $1 million dont tout le monde parle, et arriver un petit peu comme le statut de l'or avant la fin des accords de Bretton Woods, et finalement Bitcoin pourrait être une référence pour toutes les devises mondiales. Louis-Alexandre, une remarque ? C'est un point aussi qu'on oublie de dire, c'est que cette année, on trouvera plus d'or que de bitcoin, et de manière sensible. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, on a l'or qui a monté, donc l'ensemble des minières aurifères, des compagnies minières aurifères sont en train de relancer les investissements pour retrouver des gisements. L'Ouganda vient de dire qu'il avait des ressources inestimables. Et donc, en fait, l'actif rare, ce n'est plus l'or, c'est Bitcoin, parce que Bitcoin, on sait que l'on va trouver 450 Bitcoins par jour, et que dans 3 ans, ça sera 225, alors que l'or, on peut en trouver de grandes quantités. Donc, il y a cet effet de rareté qui va continuer à jouer, puisque Bitcoin, on va en trouver de moins en moins. Et donc ça a un effet sur la valeur, parce que quand on a d'un côté des gens qui ne veulent pas réduire leur endettement, qui veulent continuer à imprimer de la monnaie, et de l'autre côté, qu'on a des actifs rares, mais il y en a un qui est un peu plus rare que les autres, et comme l'a dit Hubert, qui a une valeur d'usage qui ne peut qu'augmenter, bien, évidemment, les gens vont comprendre qu'il faut que ça soit dans un patrimoine, et donc le patrimoine est déséquilibré s'il n'a pas de Bitcoin. C'est intéressant. On va parler aussi de la façon dont on gère nos Bitcoins. Aujourd'hui avec vous, Jonathan. Ce que vous avez remarqué, c'est que la quantité de Bitcoin disponible sur les plateformes d'échange est au plus bas depuis des années, alors que le prix de Bitcoin, on l'a vu, $107 000 aujourd'hui, proche de son record historique. Comment ça se fait, ce phénomène-là ? Alors, on peut partir de 2022 avec évidemment une crise qui a touché malheureusement tout l'écosystème, c'est la faillite d'FTX. Et à ce moment-là, on était, je crois, sur 3,4 millions de Bitcoin cumulés dans tous les exchanges à travers le monde. Et suite à cette crise d'FTX, effectivement, on a eu un gros décrochage de la quantité de Bitcoin détenue par les exchanges, parce que justement, suite à cette faillite d'FTX, les clients d'FTX ont tout perdu. Bon, même si là, je crois qu'il y a encore des procédures en cours pour éventuellement récupérer les fonds. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est une fuite des bitcoins vers finalement des wallets souverains. Donc effectivement, comme on sait, on a différents types de stockage. Donc effectivement, on peut conserver ces bitcoins sur les plateformes. Donc en général, ce sont des plateformes centralisées dites custodianes qui vont gérer les bitcoins pour le compte des clients. Mais effectivement, la crise d'FTX a provoqué une fuite de ces bitcoins vers des wallets souverains. Donc on peut en citer plusieurs. Il y a notamment Ledger, qui est évidemment une licorne française, qui est un leader dans la self-custody. Et on voit que ce mouvement, depuis fin 2022, n'a fait que s'accentuer pour arriver aujourd'hui à une quantité de Bitcoin de 2,4 millions, sachant que je rappelle qu'aujourd'hui, il y en a 20 millions qui ont déjà été émis, et il en reste 1 million à créer jusqu'à 2140. Donc ce qui va, encore une fois, même renforcer l'effet rareté dont Louis parlait à l'instant, parce que finalement, pour échanger des Bitcoins, il faut principalement utiliser des plateformes d'échange, mais vu que finalement le stock de Bitcoin disponible sur ces plateformes diminue, ça va encore une fois aussi provoquer un effet rareté supplémentaire et donc probablement, encore une fois, avoir une tendance à la hausse sur le prix. Ça dit beaucoup de la mentalité des investisseurs, la façon dont ils gèrent leur crypto. Exactement. Ça, encore une fois, c'est ce qu'on dit aussi chez Stack Inside depuis le début, c'est soyez souverain
de votre patrimoine. Ne faites pas confiance à des tiers dans la détention de vos actifs, notamment sur des actifs crypto et notamment en particulier sur Bitcoin, où il y a cette volonté, cette défiance d'ailleurs déjà des populations vis-à-vis du système de manière générale, une défiance vis-à-vis des banques, ou voilà encore une fois de toutes les plateformes qui détiendraient des actifs pour le compte de leurs clients, finalement à sortir, à s'émanciper, à devenir souverain sur leur patrimoine. Et là, maintenant, ça se matérialise dans des chiffres. Et on voit aujourd'hui que, effectivement, la détention des bitcoins par les plateformes commence à réduire de manière significative. Ce que vous dites, c'est qu'on a une défiance envers les institutions, finalement, les plateformes d'échange, mais aussi les banques, les assurances. C'est dû à quoi? C'est dû à chaque fois à des scandales financiers qui se sont multipliés? Effectivement, alors là, je vais prendre l'exemple, et Louis-Alexandre en a parlé rapidement aussi dans son intervention, c'est que la plus grosse banque iranienne, dans le cadre évidemment de la guerre Iran-Israël qui a lieu en ce moment même, il y a eu donc effectivement un hacker israélien, enfin un groupe de hackers israéliens qui a réussi à faire une cyberattaque sur cette banque SEPA en Iran. Et effectivement, plusieurs millions de clients ont perdu l'intégralité de leurs actifs instantanément. Voilà. Louis-Alexandre parlait aussi de la plus grosse plateforme crypto qui s'appelle Nobitex, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Pareil, je crois que c'est l'équivalent de 100 millions de dollars qui a été effacé, évaporé en une fraction de seconde. Donc on ne peut que le rappeler, c'est-à-dire que effectivement les banques ont cette confiance naturelle vis-à-vis des populations, mais cette confiance réduit de plus en plus. Et la multiplication de cyberattaques ou de problèmes dans le système financier et monétaire international va faire en sorte que les gens vont vouloir, encore une fois, sortir de ce système et se réapproprier leur patrimoine. Et Bitcoin, justement, c'est la consécration de cette réappropriation de leur patrimoine. Et c'est pour ça que je pense que cette tendance va encore augmenter. Et d'ailleurs, pour finir, chez Stackinsat, c'est ce qu'on défend depuis le premier jour, avec une livraison automatique des Bitcoins sur les wallets personnels des clients. D'ailleurs, nous, on avait lancé une offre de custody il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on est encore sur 90%, plus de 90% de nos clients qui choisissent la souveraineté plutôt que finalement confier les bitcoins sur notre solution de custody, alors que nous, justement, en plus, on est dans une logique de transparence, parce qu'on a une preuve de transparence de notre coffre-fort, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'autres exchanges, et c'est comme c'était le cas d'FTX, qui n'avait pas de preuve de réserve, ou les autres plateformes n'ont pas de preuve de réserve pour justement justifier la bonne détention des actifs des clients. C'est intéressant ce mouvement de retrait du Bitcoin vers des self-custody, et ce mouvement de défiance envers les institutions, les plateformes. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de scandales. Vous en pensez quoi, vous, Hubert, de ce mouvement? On est dans une époque de défiance? De ce point de vue-là, oui, c'est pas propre. C'est une défiance envers les institutions publiques, politiques. Il y a peu de choses qui résistent. Il y a le maire du village, il y a encore les forces armées, mais de moins en moins la police. Oui, donc là-dedans, c'est un moment plus général. Oui. Ce qui me frappe, ce qu'on fait souvent dans la ressemblance, donc il faut faire les différences aussi avec l'or, c'est que, en fait, on voit beaucoup d'investisseurs, et notamment de banques centrales, qui commencent à investir dans le Bitcoin avec une stratégie de les garder, que de méchantes langues pourraient dire d'accaparement. C'est-à-dire, j'achète et surtout, je ne fais rien. Donc ça ne peut que monter. Si tout le monde achète et que personne ne vend, ça ne peut que monter. Et cette stratégie d'accaparement, je n'ai pas les chiffres en tête, peut-être que tu me diras. Par contre, dans le monde de l'or, les réserves mondiales détenues par les banques centrales, c'est 25 à 30% de l'or. C'est pas énorme, c'est à la fois beaucoup, mais pas énorme. Autrement dit, il y a beaucoup plus de circulation, il y a beaucoup de circulation de l'or physique pour le besoin du commerce. Les banques centrales détiennent une part relativement modeste, un gros quart, et elles-mêmes ne le gardent pas uniquement, elles le gardent, elles en achètent, elles vendent, etc. Donc,
ma question, sur laquelle je n'ai pas la réponse, c'est que cette stratégie d'accaparement va conduire à ce qu'on va avoir effectivement de moins en moins de liquidités sur le marché et que... alors l'accaparement, ça peut être aussi, dans une autre époque, c'était sanctionné par la guillotine, hein, mais c'est d'une autre époque. Hein. Oui. Mais voilà, c'est la différence avec l'or. Je ne veux pas être plus long là-dessus, parce que c'est pas le sujet, mais je trouve que voilà, on a un point intéressant à creuser. C'est intéressant, effectivement, cette défiance. On se méfie des plateformes. Est-ce que le protocole en lui-même, le protocole Bitcoin, lui aussi, il est menacé ou on peut lui faire 100% confiance, Jonathan? Alors, merci pour cette question, parce qu'effectivement, c'est un peu le marronnier des médias traditionnels. Alors, encore une fois, sur BFM Business, ce n'est absolument pas le cas, et merci Sandra d'ailleurs de faire exister cette émission, parce qu'effectivement, il y a énormément d'amalgames. Lorsqu'il y a justement en général une faillite d'une plateforme ou un hack d'un protocole, et ben en fait tout de suite on associe Bitcoin. Ça remet tout en cause. Voilà, ouais. Ça remet tout en cause, alors que justement à ce jour, il n'y a jamais eu aucun problème sur la blockchain Bitcoin. Et à mon sens, il n'y en aura jamais, même si effectivement, il faut toujours être prudent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Bitcoin, c'est vraiment le système informatique le plus robuste que l'homme n'ait jamais créé. Voilà. Donc, je ne sais pas comment être plus clair que ça. Et effectivement, il ne faut pas confondre plateformes effectivement qui peuvent subir des cyberattaques. Ça a été encore une fois le cas sur cette plateforme iranienne Nobitex. Et le protocole Bitcoin, encore une fois, est totalement incensurable et, j'allais dire, indestructible. Louis-Alexandre, une remarque ? Oui, en fait, on a des marronniers qui ressortent comme l'informatique quantique, par exemple, en disant que Bitcoin ne va pas résister à l'informatique quantique. C'est vrai. C'est un sujet sur lequel il faudra laisser les spécialistes revenir, mais en fait, je pense qu'on a un peu de temps devant nous. Ce que je remarque, c'est que le protocole n'a pas connu de panne depuis 2014. Avant 2014, il y en a eu 2 qui étaient extrêmement brèves et qu'on a quelque chose qui est hyper efficient en termes de rationalité. Et c'est quelque chose qui sort du cerveau de quelqu'un d'extrêmement intelligent. Moi, je suis admiratif chaque fois que je me planche sur la mécanique, parce que, vous voyez, tous les 15 jours, on a la difficulté qui se met à jour toute seule, on a plein d'opérations qui se passent toutes seules, et puis après, il y a un protocole qui a évolué au cours des ans, avec différentes mises à jour. Mais j'aimerais trouver aujourd'hui des protocoles informatiques qui ont la même stabilité, la même résilience et surtout qui ont été inventés avec une telle intelligence de ce qui allait arriver dans le futur. Donc très confiant aujourd'hui sur cette infra, parce que ce que je constate depuis que je m'y intéresse en 2015, c'est quand même que c'est super fiable. On va continuer évidemment au cours des émissions à parler de Bitcoin. Là, si vous n'étiez pas encore convaincu, normalement, ça va mieux après cette émission. Vous parliez tout à l'heure, Hubert de Vauplane, de trouver à tout prix un usage pour les crypto-monnaies. Ça, c'est intéressant. Les stablecoins l'ont trouvé, cet usage. C'est pour ça que c'est en train de se développer si fort, si vite, notamment aux États-Unis. Oui, alors, le mot stablecoin veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que, je pense que tout le monde a bien ça en tête, c'est-à-dire qu'on a un jeton dont la valeur correspond à l'actif de réserve sous-jacent. Donc on pratique un jeton en dollars vaut $1. Et donc, contrairement à un Bitcoin qui a sa valeur qui lui est propre à l'offre et la demande. Donc il y a bien sûr de l'offre et la demande sur les stablecoins, il y a aussi un prix acheteur, un prix vendeur, mais grosso modo la parité est toujours quasiment proche de 1 pour 1. Et donc l'usage premier des stablecoins a été de faire le pont entre le monde, ce qu'on appelle fiat, le monde des monnaies légales, et le monde des plateformes ou le monde du marché des cryptos. Autrement dit, il faut bien, quand je rentre dans le monde des cryptos, passer du dollar ou de l'euro à un moment quelque chose d'autre. Ça a été tout de suite, et ça reste le principal usage des stablecoins, c'est-à-dire aujourd'hui, 70 à 80% du volume des stablecoins, je reviendrai dans quelques instants, est un volume qui est lié au trading sur les cryptos. Mais des nouveaux usages apparaissent, et notamment des usages de paiement, des usages de paiement entre particuliers, des usages de paiement entre entreprises. Si vous allez passer vos vacances à Istanbul et que vous allez dans vous allez acheter dans le grand bazar d'Istanbul, vous ne serez pas surpris non pas d'acheter en Bitcoin, mais en stablecoin.
Pourquoi ? D'abord, c'est simple et rapide, efficace et pas cher. C'est des mots, mais chacun a son importance. Et ensuite, parce que la livre turque, là, c'est son problème, c'est que elle n'arrête pas de baisser, ou en tous les cas, elle est voilà. Au Liban, je vous fais pas le dessin. En Argentine, je vous fais pas le dessin. Mais pas que. Savez-vous, par exemple, qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de paiements, non pas en Bitcoin, mais en stablecoin, dans les pays du franc CFA. C'est-à-dire que pour tout un tas de raisons qu'on ne peut pas avoir le temps d'exprimer aujourd'hui, mais pas que les pays de franc CFA. L'une des raisons est notamment les réseaux bancaires limités, même si l'Afrique est souvent le lieu où on a le plus expérimenté les paiements mobiles. Les paiements mobiles, c'est bien, mais c'est moins rapide et c'est plus cher que payer en stablecoin. Donc l'usage premier du stablecoin, c'est le paiement. Et là, ce qui est intéressant, c'est de comparer le rapport entre la capitalisation boursière des bitcoins et les transactions la capitalisation boursière des stablecoins et le nombre de transactions. Leur capitalisation boursière est assez faible, 250 milliards par rapport à 3500 milliards, grosso modo, qui est même reste faible. Il faut avoir en tête que 3500 milliards, c'est la cap boursière de Microsoft. Mais ce n'est que le début, les 250 milliards. Oui, c'est que le début, mais c'est pas important. Ça ne va pas augmenter tellement en cap boursière. C'est le nombre de transactions. Alors aujourd'hui, le nombre de transactions quotidien est supérieur au volume de Visa Mastercard. Ça donne une idée. Oui. Et je vous ai dit que ce volume n'était pas lié à des paiements encore, c'est lié à des transactions sur les marchés. Par contre, on voit une évolution où on va de plus en plus vers du paiement. Donc aujourd'hui, les stablecoins font du volume supérieur aux acteurs du paiement. C'est intéressant et il nous reste 1 minute 30, c'est très frustrant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ce qu'a dit la Banque des règlements internationaux, c'est que les stablecoins ne sont pas adaptés pour soutenir le système financier actuel. Il y a notamment une barrière technologique, c'est évidemment leur version, c'est la banque centrale des banques centrales. Est-ce que il y a une lutte finalement entre ces banques centrales et ce système qui est en train de se développer du côté des stablecoins ? Bien évidemment qu'il y a une lutte et vous ne pouvez pas demander à une banque centrale d'avoir un autre discours. Pour être caricatural, et je n'aime pas être trop caricatural, mais c'est un petit peu... De quoi vit une banque centrale ? Elle vit de son émission de monnaie fiduciaire et de la politique monétaire. La politique monétaire, c'est pas ça qui lui rapporte de l'argent. Ce qui rapporte de l'argent dans un bilan d'une banque centrale, essentiellement, c'est l'émission fiduciaire, les billets et les pièces de monnaie. Bien sûr que la politique monétaire, bon. Donc, s'il n'y a plus de monnaie fiduciaire et si on remplace par des bitcoins ou des stablecoins, c'est l'existence même des banques centrales dans leur composante d'instituts d'émission et pas dans leur composante de politique monétaire qui est en jeu. Donc en fait, on est à une question existentielle, d'où l'euro numérique. L'euro numérique ne se comprend que parce que c'est une question existentielle pour la BCE, non pas pour la politique monétaire, mais pour l'émission. L'émission avec un L apostrophe. L'euro numérique, bon, on n'a plus le temps parce qu'évidemment, il y a trop de choses à dire sur les sujets, mais ça veut dire que la prochaine fois, vous revenez et on continue le sujet de l'euro numérique, parce que moi, j'aimerais bien savoir si on va réussir à maintenir les deux systèmes, qui va gagner dans les années qui viennent, cette lutte, effectivement, pour finalement, diriger ce système monétaire ou ces systèmes monétaires. Peut-être qu'il y en aura plusieurs dans quelques années. En tout cas, merci, messieurs, d'être venus. Louis-Alexandre de Froissart, Jonathan Erskovici, Hubert de Vauplane, avocat associé chez Morgan Lewis, Jonathan Erskovici, fondateur de Stack Insat, et Louis-Alexandre de Froissart, gérant et associé chez Montaigne Conseil et Patrimoine. Merci, messieurs. Vous revenez quand vous voulez dans cette émission. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.